Plongeons ensemble dans les méandres de l'histoire, à la découverte d'un nom que les livres ont oublié. Dorian Alvrec. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, et c'est bien là tout le mystère. Pourtant, cet homme, né en 1661, aurait pu changer le cours de la révolution industrielle avant même qu'elle ne commence. Imaginez un monde où la puissance des vagues aurait été domestiquée bien avant la machine à vapeur. Un monde façonné par l'ingéniosité d'un seul homme, un maître des mécanismes fluidiques dont les inventions frôlaient la magie aux yeux de ses contemporains. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la vie et l'œuvre extraordinaire de Dorian Alvrec, cet inventeur visionnaire dont l'héritage a été englouti par les flots, presque littéralement. Accrochez-vous, car cette histoire est aussi fascinante que tragique. Dorian Alvrec voit le jour dans un petit port breton, un endroit où la vie est rythmée par la marée et le fracas incessant des vagues contre les falaises. Dès son plus jeune âge, il n'est pas comme les autres enfants. Au lieu de courir sur la plage, il reste des heures assis sur un rocher à observer la mer. Il n'admire pas seulement le spectacle, il l'étudie. Il est fasciné par cette force brute, cette énergie colossale qui se déchaîne et se retire avec une régularité d'horloge. Pour lui, chaque vague n'est pas juste de l'eau en mouvement, c'est une promesse, une source de puissance inexploitée. Alors que ses camarades apprennent à naviguer, lui, il remplit des carnets de croquis, de schémas complexes, essayant de comprendre les principes de l'hydrodynamique avec une intuition qui dépasse l'entendement pour son époque. C'est un esprit solitaire, souvent incompris. Les villageois le voient là comme un rêveur, un excentrique qui perd son temps à regarder l'eau. Mais dans son petit atelier, un capharnaüm de bois flotté, de cordages et de pièces de métal récupérées sur des épaves, une véritable révolution se prépare. Dorian n'a pas fait d'études formelles. Il est un pur autodidacte. Tout ce qu'il sait, il l'a appris par l'observation, l'expérimentation et une curiosité insatiable. Il dévore les quelques ouvrages scientifiques qu'il peut se procurer, mais surtout, il teste. Il construit des maquettes, des prototypes miniatures qu'il met à l'épreuve dans les criques abritées. La plupart finissent en morceaux, brisés par la force de cette mer qu'il cherche tant à dompter. Mais chaque échec est une leçon, chaque pièce détruite lui apprend quelque chose de nouveau sur la pression, les flux et la résistance des matériaux. Au fil des années, ses expériences deviennent de plus en plus ambitieuses. Il ne se contente plus de simples roues à aubes rudimentaires. Son obsession est de capturer l'énergie de la houle, pas seulement celle du courant. Il comprend que la vraie puissance réside dans le mouvement vertical de la vague, cette montée et descente implacable. C'est en observant un flotteur de filet de pêche danser sur l'eau qu'il a une révélation. Et si, au lieu de subir ce mouvement, on pouvait le convertir en travail mécanique? Cette idée ne le quittera plus. Elle devient le cœur de son projet, le but de sa vie. Il commence à concevoir un appareil d'une complexité inédite, une machine qui transformera à jamais sa destinée. C'est ainsi qu'après des années de labeur acharné, vers 1695, Dorian Alvrec met au point son chef-d'œuvre, le cylindre amarré. L'invention est d'une ingéniosité folle pour l'époque. Imaginez un grand cylindre creux, solidement ancré au fond de l'eau, près de la côte. À l'intérieur, un piston massif est relié à un large flotteur à la surface. Quand une vague arrive, elle soulève le flotteur qui tire le piston vers le haut. Ce mouvement comprime l'air ou l'eau emprisonnée dans la partie supérieure du cylindre. Lorsque la vague se retire, le flotteur redescend et un système de clapets et de soupapes que Dorian a mis des années à perfectionner empêche l'air de s'échapper et force le piston à redescendre, créant une deuxième phase de compression. Le résultat? Un flux d'air ou d'eau sous haute pression, stocké et régulé dans une chambre de compression, prêt à être utilisé. C'est une batterie mécanique avant l'heure. Grâce à un ingénieux système de tuyaux, cette énergie peut être acheminée sur la terre ferme. Dorian a créé un moyen de convertir l'énergie chaotique des vagues en une force de travail continue et contrôlable. Il a réussi là où tous les autres n'avaient même pas osé rêver. Pour la première fois, l'homme pouvait puiser directement dans la puissance infinie de l'océan. Les premières applications sont modestes mais révolutionnaires pour son village. Il connecte son prototype à une meule pour moudre le grain. Fini le travail épuisant à la main ou la dépendance au vent et au cours d'eau, souvent à sec en été. Sa meule tourne jour et nuit au rythme de la houle. Puis, il alimente une scie pour débiter le bois, ou encore une pompe pour drainer les marais salants. La productivité de son petit port explose.
Les artisans qui se moquèrent de lui viennent maintenant lui demander de connecter leurs ateliers à son incroyable machine. Dorian Alvrek, l'excentrique, est devenu le cœur battant de sa communauté, un héros local dont le génie améliore concrètement la vie de tous. Mais le visionnaire ne s'arrête pas là, il voit plus grand. Il imagine des rangées de ces cylindres installés le long des côtes, alimentant des villes entières. Il rêve de chantiers navals où ces machines soulèveraient les coques des navires, d'ateliers de tissage fonctionnant sans relâche, d'une énergie propre, inépuisable, offerte par la mer. Il consigne tout dans ses carnets, des plans pour des versions améliorées de son cylindre, des schémas pour des applications industrielles, des calculs sur le rendement énergétique. Ces écrits témoignent d'une compréhension de la mécanique des fluides et du potentiel industriel qui a presque un siècle d'avance. Il est au seuil d'une véritable révolution énergétique. La nouvelle de ses exploits finit par dépasser les frontières de son village. Des rumeurs parviennent jusqu'à Paris, aux oreilles de quelques savants et, plus important encore, de puissants industriels et de conseillers du roi. L'idée d'une source d'énergie nouvelle, qui ne dépend ni du bois ni du charbon, est extrêmement séduisante. En 1711, une délégation est envoyée pour expertiser l'invention de ce mystérieux breton. L'expédition est à la menée par un ingénieur royal, un homme de science mais aussi un homme pragmatique et sceptique. Quand il arrive et voit l'installation de Dorian, il est d'abord décontenancé. L'ensemble est rustique, fait de matériaux de récupération. Mais lorsqu'il voit la puissance déployée, lorsqu'il comprend le mécanisme, son scepticisme se transforme en une admiration sans bornes. L'ingénieur passe plusieurs semaines avec Dorian. Il étudie les plans, mesure les rendements et réalise qu'il est face à une percée technologique majeure. Il rédige un rapport dithyrambique à ses supérieurs, préconisant un investissement massif pour développer la technologie Alvrek à l'échelle nationale. Le destin de Dorian semble sur le point de basculer. Il est invité à Paris pour présenter son travail. On lui promet des fonds, la reconnaissance, une place parmi les grands esprits de son temps. Pour la première fois, le rêve de Dorian d'une énergie pour tous semble à portée de main. Il quitte son port natal, le cœur rempli d'espoir, laissant son installation aux mains de quelques apprentis de confiance. C'est là que l'histoire prend une tournure tragique. Nous sommes à l'hiver 1712, un hiver particulièrement rude. Alors que Dorian est à Paris, naviguant dans les complexités de la cour et de l'administration, une tempête d'une violence inouïe, de celle que l'on ne voit qu'une fois par siècle, s'abat sur les côtes bretonnes. Des vagues monstrueuses, bien plus hautes et puissantes que tout ce que Dorian avait pu anticiper, déferlent sur son installation. Les ancrages cèdent, les cylindres sont arrachés, et la structure entière, le fruit de toute une vie de travail, est disloquée, emportée par la furie de l'océan. Son atelier, construit trop près du rivage, est lui aussi balayé par les flots, emportant avec lui la quasi-totalité de ses carnets, de ses plans, de ses recherches. Lorsque la nouvelle parvient à Dorian à Paris, il est anéanti. Son œuvre, son héritage, tout est perdu. Pire encore, les investisseurs potentiels, effrayés par cette démonstration de la vulnérabilité de l'invention face aux forces de la nature, se retirent. Le rapport de l'ingénieur royal est classé, jugé trop risqué. Le projet est abandonné. Dorian Alvrek, brisé, sans ressources et sans la force de tout recommencer, sombre dans l'oubli. Il meurt quelques mois plus tard, dans l'anonymat le plus total, loin de sa mère bien-aimée qui lui avait tout donné et tout repris. L'histoire, cruelle, ne retiendra pas son nom. La révolution industrielle se fera quelques décennies plus tard, basée sur le charbon et la vapeur, et personne ne se souviendra du maître des vagues. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Dorian Alvrek. Quelques rares pages de ses carnets, sauvés par miracle, sont conservées dans des archives privées, considérées comme les élucubrations d'un esprit fantasque. Mais elles racontent une autre histoire, celle d'un pionnier de l'énergie marémotrice, un génie qui, avec un siècle d'avance, avait compris comment transformer la puissance des océans en force de travail. Son histoire est un rappel poignant que l'innovation n'est pas seulement une question de génie, mais aussi de timing, de chance et de la capacité à résister aux tempêtes, au sens propre comme au figuré. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les vagues se briser sur le rivage, ayez une pensée pour Dorian Alvrek, l'inventeur que l'histoire a oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les coulisses de l'histoire.
À très bientôt.